Je sais, faut pas le dire. Tout le monde est débordé, tout ça, tout ça. Mais moi, je m'ennuyais. C'est pas Mmh. possible, quoi, parce qu'on se met beaucoup de pression en tant que maman, beaucoup de pression en tant qu'entrepreneur. Je suis pas maîtresse d'école, Mmh. je passe pas derrière toi, toutes les 4 matins. Je relis tout, je revérifie tout avant de passer au client, par contre. Hello Marion! Salut Jeanne, merci beaucoup de me recevoir. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue sur Pourquoi t'as fait ça? Aujourd'hui, je reçois Marion, et une personne que je connais depuis un petit moment déjà, puisqu'on a fait un programme, d'accompagnement business ensemble et on avait un petit rituel qu'on a un peu abandonné avec les maternités et cetera. Un petit rituel où, du coup, on se parlait avec une autre, de nos, collègues amis, et donc on cheminait un peu ensemble, sur nos aventures entrepreneuriales et ça faisait du bien de s'entraider, de partager, nos galères, nos succès et cetera, donc c'était assez cool et on a eu l'idée toutes les 2 de faire, du coup cet épisode de podcast et on voulait parler notamment de maternité, d'entrepreneuriat, mais aussi de sororité, du collectif que tu as créé et voilà un peu tous les sujets qu'on va pouvoir aborder. Puis on aura sûrement, d'autres qui vont popper, en cours de route. Mais pour commencer, je voulais que tu te présentes de la manière dont tu le souhaites. OK, allez, on va faire un mix perso et pro comme ça fera un bon aperçu. Donc moi, c'est Marion, j'ai 37 ans, je vis à côté de Bordeaux avec mon mari, ma fille du coup qui a actuellement 18 mois et mes 2 chiens et je suis entrepreneur depuis un peu plus de 5 ans maintenant. J'ai commencé en tant que freelance, à mon compte et maintenant, j'ai créé le collectif Magnetic Story il y a 4 ans là, hier, ça a fait 4 ans que la société a été créée où, en fait, on est, une agence de marketing de contenu, sauf qu'effectivement, au lieu d'avoir, des salariés, je travaille uniquement avec des freelances sélectionnés avec soin, qui me permettent du coup d'accompagner des clients sur différents métiers comme, le community management, la rédaction web, la publicité, Pinterest, enfin tout ce dont on peut avoir besoin pour communiquer en ligne. Moi, j'ai la casquette, chef de projet, stratégie générale et après chaque personne amène, bah, justement son expertise très pointue sur, le sujet sur lequel il intervient. Voilà. OK. Du coup, tu es entrepreneuse depuis 5 ans, et tu as lancé le collectif un an après, ton propre lancement. Ouais, Est-ce je suis que en train de me dire même plus en vrai. ouais? Parce que ça fait 5 ans que je suis à mon compte à 100%, mais avant j'étais quasiment 1 an et demi, freelance en même temps que j'étais salariée et à l'époque je travaillais en banque, donc rien à voir. Oui et Ouais, du coup, tu travaillais en banque et pourquoi tu faisais du marketing à côté? Tu avais fait ça dans tes études? pas du tout, non mais on fait les trucs un peu à l'envers, mais pour refaire la petite histoire, à la base, je voulais être juge pour enfants. C'était mon rêve depuis que j'avais 12 ans. Donc, moi, je me suis pas trop posé de questions. J'ai passé mon bac, je suis rentrée à la fac de droit, j'ai passé mon master, j'ai commencé à passer le concours et là, grosse déception, j'ai pas réussi. Bon, en même temps, c'est le cas de quasiment toutes les personnes qui le passent, hein, vu le nombre, d'élus, très, réduit. Mais, entre-temps, j'ai trouvé un je me suis dit: «J'en ai marre des jobs étudiants», enfin vraiment j'en pouvais plus quoi. J'avais 24 ans, enfin fallait qu'il se passe quelque chose quoi et du coup, j'ai commencé à chercher du boulot et j'ai trouvé du coup dans un service de recouvrement en banque. Donc en fait, j'accompagnais les entreprises en difficulté. Donc j'ai fait le surendettement des particuliers, mais j'ai aussi fait, beaucoup les entreprises et du coup les entreprises en procédure collective, donc liquidation, tout ça et aussi après à la fin, j'étais dans la prévention des difficultés, donc avant qu'ils soient en procédure, en fait, on les accompagnait, on essayait de restructurer la partie financière, tout ça, tout ça et OK. en fait, il s'est avéré que pendant ces 6 années quasiment en banque, je me suis beaucoup ennuyée. Je sais, faut pas le dire. Tout le monde est débordé, tout ça, tout ça. Mais moi, je m'ennuyais, parce que, bah, une fois que j'ai compris comment ça fonctionne, je m'ennuie
et qu'on me laissait pas la possibilité de faire plus, on me laissait pas changer des choses, voilà, parce que faut pas trop bouger les choses, c'est très institutionnel comme milieu. Mmh. Bah, en fait, il y a des jours où j'avais fini de travailler à 10 heures. Voilà, Oui, donc la OK. journée est très longue, tu badges, donc tu es obligé de rester. Voilà, il y a pas donc c'était très, très long. J'ai commencé à tomber en dépression et qu'est-ce que tu fais de tes journées pendant tout ce temps? Bah, tu as que internet et du coup, j'ai fait pas mal de recherches. J'ai commencé à m'intéresser à la création de blogs, à la base, et du coup, j'ai découvert comme ça le référencement naturel, de comment faire, fonctionner un blog et cetera et ça m'a tout de suite plu parce que même si à la base je voulais être juriste, j'ai toujours eu ce truc pour le journalisme, j'ai toujours beaucoup aimé écrire. Pour moi, c'est facile de synthétiser et cetera et du coup, je me suis dit: «Mais c'est trop génial, j'adore ce principe avec ce défi en plus de devoir, bah, bien se positionner et cetera» et je me suis formée à titre perso OK. et je me suis dit: «On verra bien ce que ça donne». Au début, je m'étais dit: «Peut-être je créerai un blog moi et puis, ça me servira» et en fait, j'ai adoré et je me suis dit: «Vas-y, je vais me lancer, ça me fera un petit complément de revenus et puis on verra bien ce que ça donne» parce que justement, j'avais peur de m'ennuyer au bout d'un moment et en fait, je sais pas du tout. Ça m'a énormément plu, ça a pris de l'ampleur assez vite quand je me suis lancée. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même moins de monde qui faisait ce type Mmh. d'activité et puis moi, j'avais quand même une spécialité juridique qui faisait que j'attirais aussi des entreprises assez spécifiques et après je me suis dit: «Bah, vas-y, je me maintenant que je suis sûre que ça me plaît et que je pourrais vraiment en vivre si j'y consacrais tout mon temps de travail, je me lance». Bon, il y a eu le covid entre-temps, donc ça a reculé le moment où j'ai pu partir de mon salariat, mais j'y suis venue comme ça. Donc j'ai commencé par la rédaction web SEO et au final, en fait, ça m'a pas suffi parce que j'avais besoin de, comprendre comment ça fonctionnait, comment ça s'intégrait dans la stratégie plus globale de l'entreprise. Parce qu'on se décide OK. pas d'investir sur du SEO quand on est une entreprise juste pour, le plaisir. On attend vraiment quelque chose derrière, donc un retour sur investissement, mais c'est quoi les enjeux et comment ça s'imbrique avec les réseaux sociaux? Comment ça s'imbrique avec la newsletter? Enfin, vraiment toute la logique du tunnel et du marketing digital, plus global et du coup, je me suis formée, pareil, de mon côté. Donc j'ai lu beaucoup de livres, consommé beaucoup de contenu, suivi des formations de copywriting notamment, suivi, voilà, des formations pour les réseaux sociaux et cetera et j'ai aussi beaucoup testé pour moi et après, bah, j'ai pratiqué pour mes clients et au final, comme après je me suis entourée en plus d'experts sur les parties plus pointues, plus techniques, bah, c'est comme ça que maintenant, voilà, j'ai une vision du coup très pratico-pratique, du marketing de contenu. Les grandes théories avec, le tunnel de vente et cetera, je les connais, je sais les appliquer, mais c'est pas ça que je vends à mes clients, pour moi, ils s'en fichent un peu. Eux, ils veulent les résultats, savoir comment on va faire et surtout comment ça va leur ressembler. Donc, voilà, c'est comme ça que j'en suis venue, au marketing de contenu, de manière un peu, fortuite au fil, Ouais. de mon cheminement, des choses que j'ai découvertes, de mes réflexions et après voilà, j'ai pratiqué, 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 durant toutes ces années. Trop bien, trop bien. Donc, en fait, tu as vécu un bore-out, c'est ce qu'on appelle un Ouais, bore-out, c'est ça? Quand tu c'est ça. t'ennuies, dans ta boîte? Ce que je trouve super intéressant, c'est que du coup, tu as fait quand même un pont avec, ce que tu faisais avant, et du coup, cette activité de freelance avec, des entreprises juridiques qui ont pu, ben, encore plus te faire Ouais, confiance parce que, tu avais toutes ces connaissances-là et c'est vrai que pour l'avoir expérimenté aussi, quand tu t'attaques, à la rédaction de sujets techniques, il faut un minimum de connaissances, derrière, pour pouvoir être ouais, efficace et tout. Donc trop bien d'avoir pu faire ce pont entre les 2. C'est trop cool. ouais, ça m'a permis, ouais, de décrocher ce type de contrat, mais aussi, tu vois, comme j'avais l'expérience en banque et qu'en plus j'ai fait un diplôme de management bancaire pendant que j'étais en banque et du coup, j'ai aussi, bah, tu vois, les connaissances, comptables, financières. Mmh. Ça m'a permis aussi, voilà, des fois de décrocher ce type de contrat, mais après on travaille avec plein d'autres profils, en dev perso, en immobilier, enfin vraiment on travaille pour tout type d'entreprise, des e-commerce et cetera. Mais c'est vrai qu'au départ, d'avoir un peu ces connaissances-là, ça m'a permis, ouais, d'aller sur des terrains un peu techniques où il y avait moins de concurrence.
Et quand tu t'es lancée, est-ce que tu avais, en tête de justement créer un collectif, être à plusieurs ou c'est venu, Pas du par tout, la suite? pas Comment du c'est arrivé tout. du coup? En fait, c'est arrivé un peu, encore une fois, un peu un hasard. C'est-à-dire qu'en fait, plus ça allait, plus j'avais des clients un peu, plus gros. Enfin, dans le sens où c'était de plus en plus des solopreneurs, mais avec une équipe de freelance autour d'eux. Donc souvent, il y avait moi sur la rédaction, mais il y avait un web designer, une graphiste, un community manager et je me disais: «Mais» je les voyais et en fait, ils galéraient de ouf. Et parce qu'en fait, ils servaient de boîte aux lettres entre tout le monde. Il fallait qu'ils briefent tout le monde. Donc il fallait qu'ils fassent une réunion, mais qu'ils envoient le truc à machin, Mmh. l'autre truc, machin et comme on se connaissait pas forcément entre nous, on n'avait pas non plus forcément d'outils à l'époque, tu vois? Il y avait pas encore trop Discord, Slack et cetera. Donc on se parlait pas trop entre nous. Donc on passait tout le temps par le client. Donc moi, tu vois, par exemple, je faisais les textes pour le site, mais je l'envoyais au client qui devait l'envoyer au web designer après. Le web designer, des fois, il avait envie d'avoir un peu la maquette du texte, le plan pour commencer ses maquettes. Mais du coup, il les demandait pas forcément parce que, bah, il savait même pas encore que c'était moi qui allais faire les textes. Enfin, tu vois, il y avait un espèce de flou qui, en plus, demandait beaucoup d'efforts à un entrepreneur qui était déjà débordé. Donc, on prenait Mmh. des fois du retard parce que tout restait bloqué dans la boîte, mail. En fait, pour moi, c'était pas le rôle de l'entrepreneur de manager ça. Et donc il y avait vraiment ce côté-là où je voyais ça et moi, c'est la partie que j'adore, la gestion de projet, organiser, faire des process, tu vois? Vraiment, faire en sorte qu'on se parle, faciliter les choses. Pour moi, c'est vraiment un truc, instinctif, en fait et je me suis dit: «Mais on pourrait faire tellement plus simple, tellement plus facile. On briefe tout le monde en une fois. Il y a quelqu'un qui fait le suivi de projet, on fait un planning, on se parle entre nous et quand il y a besoin de validation, là, on passe au client ou quand on a besoin vraiment d'infos du client, bah, bien sûr, on lui demande, mais on centralise les demandes. C'est pas tout le monde qui demande. En plus, souvent, on demande la même chose. On a souvent besoin des mêmes infos de base pour commencer. Donc l'idée, c'était vraiment ça et à côté de ça, j'avais de plus en plus de clients qui me demandaient des recommandations, qui me disaient: «Ah, tu aurais pas un community manager, tu aurais pas une graphiste à me recommander et cetera ou quelqu'un pour la pub?» Et bah, soit j'avais déjà des copines que je recommandais, parce que j'avais travaillé avec elles sur des projets clients, donc je savais leur travail, ou je connaissais très bien leur travail parce qu'elles avaient bossé pour moi. Tu vois, par exemple, Mmh. ma web designer. Et je me disais: «Bah, ouais, mais des fois, il me manque, tu vois, des métiers». En fait, j'aimerais bien avoir, tu vois, maintenant ce que j'appelle mes gars sûrs, tu vois? Des gens où je sais que si j'envoie mes clients, ça va bien se passer, quoi. J'ai confiance et en fait, c'est des gens avec qui aussi, moi, j'ai envie de travailler, tu vois? Parce que je sais qu'on travaille de la même façon, qu'on a la même vision des choses, qu'on a la même rigueur, qu'on est vraiment, très, bah, ouais, rigoureux, très dans l'efficacité et du coup, je me suis dit: «Bah, ce serait trop cool d'avoir autour de moi vraiment ces personnes-là, Mmh. moi de faire la gestion de projet et de pouvoir vraiment me dire, je fais pas comme les agences avec qui des fois j'ai travaillé, qui vont chercher quelqu'un à la dernière minute sur Malte, qui vont, négocier les tarifs au ras des pâquerettes avec et qui vont faire appel à lui sans savoir ce qui va se passer derrière. Parce que moi, on m'a déjà fait Mmh. travailler comme ça, tu vois? Et je me disais: «Mais le client, ça se trouve, il sait même pas qu'on me délègue ça à moi». Enfin, Mmh. tu vois, enfin, moi, je suis cliente, j'aime bien savoir qui bosse sur mon projet en tout cas, savoir que c'est quelqu'un de confiance, tu vois? Quand c'est quelqu'un qui est sorti un peu de nulle part au dernier moment, donc moi, je voulais pas bosser comme ça, je voulais vraiment avoir mon vivier de talent et puis me dire: «Bah, en fonction du projet client, je mets telle ou telle personne dessus parce qu'il y a besoin de cette expertise métier» et parce que chacun a ses sujets de prédilection. Donc ça permet aussi d'apporter des vraies connaissances, tu vois? Par exemple, j'ai des gens qui sont spécialisés dans le tourisme ou dans tout ce qui est éco-responsable et bah, bien sûr que quand j'ai des clients sur ces sujets-là, je les mets en priorité parce que ils ont vraiment, cette veille aussi, ce background en fait qu'ils amènent, cet œil et ça évite aussi aux clients d'avoir plein de trucs à expliquer parce que la personne, elle sait déjà largement de quoi on lui parle, quoi. Carrément. Hem, Comme tu le sais, j'ai l'expérience du de la création de collectifs, Oui. mais peut-être que les auditeurs et les auditrices, le savent pas. J'ai essayé de créer un collectif, et je me suis heurtée à plein de choses et du coup, j'avais des questions pour toi par rapport à ça. Vas-y, dis-moi. Notamment et ça fait un rebond par rapport à ce que tu viens de dire. Hem, Moi, j'ai eu le truc où j'ai identifié des freelances et des freelances, que je rencontrais sur d'autres projets
que je trouvais, super, talentueux et cetera et au final, quand c'était moi qui amenais le projet, moi qui gérais le projet, je trouvais que leur investissement était pas pareil et moi je voulais pas j'avais pas envie de fliquer les gens ou d'être trop sur leur dos parce que, bah, on est freelance et si on a choisi ça, c'est pour notre liberté. Et en même temps, moi, je voyais, une implication un peu moindre parce que c'était pas leur client, mais ils bossaient pour «mon client» entre guillemets. Enfin, c'était notre Ouais. client, mais du coup, c'était moi qui l'avais amené. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé et comment tu as fait pour, justement garantir, toi, ton niveau de qualité, ton niveau, d'expertise que tu veux offrir aux clients, d'expérience pardon, que tu veux offrir aux clients, comment tu fais? Alors, c'est passé déjà par un process de recrutement, hyper, strict. Ça fait un peu, maîtresse d'école quand je dis ça, mais, en fait, vraiment les personnes qui ont rejoint le collectif, c'est soit, comme je te disais, des personnes dont je connaissais le travail, soit parce que j'avais travaillé avec eux pour moi ou pour des clients, soit des personnes qui ont candidaté, mais, en fait, on a un peu fait des tests aussi, voir la qualité de leur travail et cetera et ils passent aussi un entretien du coup avec moi où, en fait, moi, je suis très claire sur ce que j'attends d'eux, et que si ça se passe pas bien, bah, c'est pas grave en fait, on se quitte ou si ça ne leur convient pas ce que moi je demande, c'est totalement OK. Effectivement, on est freelance donc tu pas à t'imposer un truc si ça ne te parle pas. Par contre, si tu rejoins le collectif, j'attends de toi une implication. Et tu vois, on a été plus gros et j'avais du mal par contre à avoir cette implication pour le collectif. Pas pour les clients, mais pour le collectif, tu vois? Et en fait, aussi ce qu'il y a, c'est que même si c'est moi qui centralise le projet et cetera, moi je leur dis: «Le client, il sait que c'est toi qui vas travailler sur le projet. Il voit ton nom passer parce qu'on a un espace notion et en contrepartie, moi je suis d'accord pour que sauf si le client veut un projet confidentiel sur le fait qu'il délègue sa com, mais sinon on a un accord, voilà. De base, dans nos conditions générales, le client nous autorise à communiquer sur le fait qu'on bosse avec lui et le freelance a totalement le droit de le mettre dans son portfolio, tout ce qu'il fait pour le collectif, tant que c'est indiqué que c'est en tant que membre du collectif. Donc en fait, ils ont aussi envie de pouvoir dire qu'ils travaillent avec des clients qu'ils auraient pas forcément eu tout seuls en tant que freelance, donc ça Mmh. porte aussi sur leur autorité, leur crédibilité, leur image et de toute façon, moi, ils savent très bien, pour le coup, il y a des je suis très sympa, je rigole beaucoup et tout. Mais par contre, le boulot, je rigole pas du tout et que si ça fait pas l'affaire, bah, c'est la dernière fois qu'on bossera ensemble. Moi, je vais rattraper le coup parce que c'est hors de question que le client reste avec Mmh. un truc, qui va pas. Mais, s'il y a pas l'implication en fait, c'est que l'implication, on va dire, je suis tellement claire, cash et insistante dès le départ que je pense que les gens qui se sentent pas alors des fois, c'est peut-être par manque de confiance en eux, Mmh. mais je pense que ceux qui se disent: «Ouais, peut-être elle va être un peu chiante», et ben ils viennent pas dans le collectif, quoi. Mais c'est pas grave, je OK. préfère passer pour quelqu'un d'un peu chiante et que derrière je me pose pas de questions parce qu'effectivement moi je flique pas mes freelances. Mmh. Genre je les briefe, on se met d'accord sur le calendrier. Moi j'ai mes rappels bien sûr pour savoir quand est-ce que qui livre quoi et cetera. En vrai, je vais pas, 1 semaine avant la date de livraison aller dire, et ça en est où, machin et tout. On s'est mis d'accord Ouais. sur une date, je fais confiance. Par contre, ils savent que s'ils ont la moindre question, s'ils ont besoin qu'on en parle, parce que des fois on hésite entre 2 trucs, machin, il y a pas de souci. On se fait un call, on a un Discord pour discuter sur, du tac au tac, tu vois? Des petites questions et cetera ou pour parler à l'équipe, sur le projet. Mais par contre, moi je suis pas flic, je suis pas maîtresse d'école, je passe pas derrière toi, toutes les 4 matins. Je relis tout, je revérifie tout avant de passer au client par contre. Mais j'interviens, quand c'est nécessaire. Je vais pas, tous les jours te demander si tu as avancé sur le projet, c'est hors de question, en fait. Si Ouais, c'est bah, pour oui. travailler comme ça, on bosse pas ensemble. Mmh. C'est parce qu'effectivement, j'estime que tu es freelance, que tu es censé être autonome, responsable et c'est là aussi où par contre, c'est pas facile effectivement, je trouve, de manager des freelances parce que tu peux pas demander la même chose qu'à des salariés Oui. où, bah, les salariés te rendent des comptes, tu vois? Et là, bah, en fait, finalement, moi, c'est moi la cliente de mes freelances parce que nous, on fonctionne en sous-traitance. Donc moi, je facture au client final, aux entreprises et du coup, qui est
une personne ou 10 qui bossent sur leur projet, ils ont qu'une facture, qu'un interlocuteur principal et cetera. Donc moi, c'est moi qui paye les freelances. Donc si ça se passe pas bien, c'est avec moi qu'ils vont devoir, voir comment on fait, tu vois? Donc Mmh. il y a ça aussi où je pense que, même s'ils savent que enfin, ils vont être payés et cetera, mais c'est arrivé que des fois, il y ait eu un couac, un retard, un truc, bah, du coup, d'eux-mêmes, souvent, ils me disent: «Bah, je vais te faire une remise comme je ferais à un client en direct», en fait, tu vois? Oui, OK. Souvent, le client n'a rien vu, mais nous, en coulisses, on Oui, sait que et du coup, ça tu vois, en fait, on a vraiment cette relation de confiance, mais aussi de client. En fait, moi, je suis leur cliente, donc ils attendent des choses de moi, mais moi, j'attends aussi des choses d'eux, pour le coup, quoi. Et puis, OK. le but, c'est qu'on travaille ensemble sur le long terme. Tu vois, la Mmh. plupart des freelances du collectif sont là quasiment depuis le début. Donc en fait, si tu as envie qu'on bosse ensemble et que je t'apporte des clients, que les autres membres apportent des clients au collectif et que du coup on puisse bosser tous ensemble sur le long terme. Il faut vraiment jouer le jeu parce que sinon effectivement c'est pas grave, en fait on se quittera. C'est Mmh. chiant parce qu'humainement on s'attache aux gens et que on s'aime. Enfin, tu vois, si on bosse ensemble et qu'on le fait vraiment de manière consciente comme ça, c'est qu'on a envie de bosser ensemble. Mais, on va pas le faire, si à un moment nos routes se séparent, c'est pas très grave. Trop intéressant. Moi, ce que je retiens, c'est que faut un cadre et il faut un cadre, des process, il faut, une communication qui soit claire et il y a quand même cette position, de leadership, je pense, à avoir que tu incarnes parfaitement, je trouve, rien que Ouais, dans moi la j'ai pas manière dont tu nous l'impression. l'expliques. Bah, si, moi je te le dis franchement, parce que même dans la manière dont tu expliques, je pense qu'il y a un positionnement et moi enfin, en miroir, ce que je commence à comprendre par rapport à l'expérience que j'ai eue, c'est que je voulais trop, genre on est ensemble, on est au même niveau, un peu copinage, tu vois? Qui fait que ça a pas mis le cadre et aussi j'avais pas forcément les process derrière, pour que ce soit, vraiment clair, d'un côté et de l'autre et je trouve que c'est super important et en plus, ce que je trouve cool dans, bah, dans la manière, dont tu as construit ça, c'est aussi que, il me semble que tu es toute seule, à la tête du collectif, enfin, en tout cas pour, gérer, toute l'organisation du collectif et c'est pas un petit travail. Parce qu'il faut quand Alors je même suis dire les choses positives quand même, ouais, de ouais. tout Ah non, ça. mais après c'est super. Enfin moi j'adore parce que je trouve ça hyper intéressant. Mais après, oui, je suis toute seule sur la gestion des projets, en Mmh. tout cas pour l'instant. Mais, j'ai de l'aide sur la partie administrative et gestion client. J'ai une assistante, qui est freelance aussi, qui est pareil, j'ai prise dès qu'on est passé en collectif et en fait, elle m'aide, bah, tu vois, sur plein de petites tâches, qui me permettent de me concentrer, bah, sur le démarchage des clients et les clients qu'on a. Tu vois, elle va, par exemple, moi, je fais mes posts LinkedIn, mais c'est elle qui les planifie. Tu vois, c'est des petites choses, mais en fait, cumulées, elle fait ma facturation, elle envoie les questionnaires clients à la fin, elle tu vois, elle intervient à plein de petits endroits. Elle planifie les contenus, du collectif, donc les articles de blog et cetera, certains contenus clients aussi, tu vois? En fait, où ça a pas de valeur ajoutée que ça soit moi qui le fasse, tu vois? Qu'aller copier-coller un texte sur un site, ça, pour le coup, une fois que moi je l'ai validé et que le client l'a validé, il y a pas d'intérêt, tu vois? Il faut le faire, mais par contre, il y a pas, donc tout ça, je me suis un peu délestée au fur et à mesure. Tu vois? Le montage du podcast, la Ouais, bah, ouais, planification, tous ces trucs. normal. Tu vois, qui s'accumulent parce qu'en fait, ça s'accumule vite, toutes ces petites tâches et Mmh. elles reviennent très souvent, en fait. Donc à partir de là, en fait, on a mis en place des process, elle les gère et moi, comme ça, je peux me concentrer sur la création, tu vois, de contenu pour le collectif et la gestion, client de manière, globale, on va dire. Mais tout ce qui est micro tâches, c'est pas moi qui le fais. Le collectif, c'est comme tu l'as expliqué, c'est le fait de travailler aussi ensemble sur un projet, sur un avec, pour un même client et cetera. Mais, ce qui fait, un bon collectif, c'est aussi, ben, le fait, de se réunir, de se soutenir, d'être ensemble. Comment cette partie-là s'incarne dans ton collectif? Et bah, tu Est-ce vois, qu'il y c'est a la du coup, du lien entre
Ouais, mais c'est là où c'est la partie la plus difficile, moi, je trouve, parce que, aussi, il faut savoir, je suis à la base quelqu'un de timide qui aime être dans sa grotte. C'est très bizarre du coup d'avoir créé un collectif, mais parce que moi j'y voyais le côté pratique, solution client, projet global, tu vois? Et du coup j'adorais ce truc-là, mais je pense que je m'étais pas rendu compte de, l'énergie que ça pourrait me prendre par contre d'animer le collectif en dehors des projets clients. Parce que gérer l'équipe sur les projets clients, c'est pas du tout un sujet. Par contre, bah, tu vois, garder le lien en dehors des projets clients, je trouve que c'est vachement plus dur, en tout cas pour moi, vu ma personnalité. Ouais. Alors que finalement, c'est aussi pour ça que j'ai réduit l'équipe, aussi à un moment parce que c'était plus gérable, tu vois? Et en fait, bah, du coup, j'ai gardé aussi les personnes qui étaient le plus impliquées dans le collectif, qui avaient le plus envie de participer et j'essaie, c'est pas j'essaie, je le fais, on en fait au moins une réunion par trimestre, donc on se fait une visio. Après si, ils peuvent pas participer, tu vois? Et on essaie de se faire un peu des thématiques. Donc une fois, on se fait un peu, développement du collectif, les projets, qu'est-ce qu'on aimerait mettre en place, les clients qu'on aimerait avoir et cetera. Et une autre fois dans le trimestre, on se fait, plus un atelier café visio et cetera. Ou aussi si, bah, certains ou certaines ont des sujets qu'ils veulent aborder pour leur business, tu vois? Bah, comme ça, on en parle ensemble aussi, tu vois? Des fois, c'est des sujets création de contenu, genre, j'ai envie de me lé il y a pas longtemps, c'était, bah, j'ai arrêté de communiquer pendant 6 mois sur Instagram, comment je reviens, tu vois? Donc on avait, une personne du collectif, dont c'était pas le métier, les réseaux sociaux, je précise, qui Mmh. galérait un peu, et du coup, bah, tout le monde a donné son avis, tu vois? Tout le monde donne ses petits conseils, ses retours d'expérience et cetera, donc ça aide vachement. Mais des fois, c'est, des trucs un peu plus deep ou des trucs un peu plus, pratico-pratiques, genre j'ai une galère avec l'URSSAF, si vous savez comment faire, dites-moi, quoi. Donc Ouais. en fait, ça a plus ce côté-là où réseau entrepreneur, entrepreneuriat, on va dire, mais c'est la partie que j'aimerais encore perfectionner, tu vois? D'arriver OK. vraiment à soutenir là-dedans parce que même si on a le Discord et cetera, c'est vrai que tout le monde n'a pas toujours le réflexe de, mettre des nouvelles ou de poser la question dedans. Des fois, ça arrive, tu vois, quand on cherche un outil, quand ce genre de choses, mais ça, j'aimerais bien, ouais, avoir encore, plus ça, pour, bah, tu vois, 2026-2027, arriver à être, manager de l'équipe en dehors des projets clients. OK. Ça me fait penser à une expérience que je vis en ce moment, en étant dans la communauté de Thomas Burbidge. C'est que, du coup, il pousse, les, personnes qui sont, dans la communauté, à créer des événements. Et parfois, c'est des événements récurrents sur, gérer, son admin et cetera. Et au final, bah, il y a plein d'événements, enfin, même, du coup, il y a plus d'événements qui sont créés par les membres de la communauté que par Thomas lui-même, tu vois? Du coup, lui, il a ses événements et alors il a poussé le truc, hein, enfin, il y a des gens qui se sont proposés spontanément, mais des fois, il a poussé un peu le truc: «Bah, alors, est-ce qu'il y a pas, des personnes qui veulent proposer des choses?» Que ce soit ponctuel ou en récurrent. Et je trouve que, alors faut bien sûr, initier la chose, mais après quand c'est pris par chacun, suivant ses affinités et cetera, ben, du coup, c'est un peu tout le monde qui est garant de l'animation et de ce que ça nous apporte, en fait, d'être dans Ouais, une communauté. Et ça, je c'est trouve que hyper c'est vraiment intéressant, cool. ouais. Bah, après, tu vois, on va le faire sur des sujets où, par exemple, là, on a des rédacs qui se forment sur, ce qu'on appelle le JIO. Bon, moi, je sais pas parler anglais. Mais en gros, le fait d'être bien référencé aussi sur les IA, parce qu'on sait Oui, que la tendance va là-dessus. Donc l'idée, c'est d'être bien référencé pour les moteurs de recherche, mais aussi de mettre en place des bonnes pratiques pour qu'on soit aussi cité comme source, par les IA. Donc ça fait partie des évolutions, notables dans la rédaction web en ce moment. Et OK. du coup, comme on a des personnes qui se forment là-dessus, bah, elles vont nous faire une intervention pour que tout le monde puisse en profiter et adopter les bonnes pratiques, directement. Ça, on y arrive, tu vois, sur, du partage de connaissances, mais après, c'est vrai que c'est pas, récurrent, mais c'est une très bonne idée. Voilà, je note.
En dehors du collectif et des personnes que tu côtoies, du coup, dans le cadre des missions et cetera, comment toi, tu t'entoures, dans ton activité d'entrepreneur? Qu'est-ce qui fait que tu te sens soutenu, que tu arrives, du coup, à avancer, dans des périodes parfois, un peu plus compliquées et cetera? Alors, il y a, bah, mon assistante qui, pour le coup, est devenue une vraie copine et on papote sur WhatsApp et du coup, on se fait, des séances de complaintes en vocal, sur WhatsApp. Après, j'ai aussi dans le collectif un petit noyau dur vraiment de personnes, vraiment où on est devenus très proches et perso et du coup, bah, c'est vrai que, je vais pouvoir me confier à elle ou à m'encourager, tu vois? À me dire: «Mais si, allez, vas-y, écris ce message privé à telle personne, ça va bien se passer et tout», parce que moi, c'est le truc qui m'angoisse. Et après, il y a aussi, bah, ma coach qui ne l'est plus, mais qui est restée très chère à mon cœur, que j'ai rencontrée il y a 2 ans maintenant, déjà. Et du coup, je suis même devenue ambassadrice du mouvement qu'elle a créé, des entrepreneurs du milieu, c'est Claire Bugadès. Et en fait, ça m'a aussi permis de rencontrer plein de gens. Et pour le coup, sans crainte, sans flipper, sans être en mode, «Oh mon Dieu», parce qu'en fait, c'est beaucoup de gens comme nous, très enfin, comme elle et moi en tout cas, introvertis, un peu timides, qui aiment bien avoir des relations sociales, mais qu'après tu as besoin un peu de ouh là, tu vois? Là, vendredi, j'étais à Lyon au sommet. Bon, bah, maintenant, je suis dans mon chez moi tranquille toute seule, ça me va très bien et ça va être le cas pendant longtemps, en fait. Et du coup, je ressens pas du tout cette pression, tu sais, de devoir être très présente, très Oui. très active en message, en machin, parce que moi, ça me colle vite des angoisses, en fait. Tu vois, quand mon téléphone ressemble à un sapin de Noël avec 25 000 notifications et tout, c'est je me dis: «Ouais, faut que je réponde et tout», mais après les gens te répondent, normal, mais du coup, très vite, moi, je me dis: «Ouais, mais du coup, pendant ce», enfin, j'ai déjà l'impression de pas avoir assez de temps et si Mmh. en fait, je passe mon temps à parler sur Instagram, sur LinkedIn, et sur WhatsApp, en fait, quand est-ce que je bosse? Ouais. Et en vrai, c'est du travail, mais moi, j'ai du mal à le voir comme ça, en fait, tu vois? Parce que ça fait partie du fait d'entretenir ton réseau et tes Oui. relations et tout, mais pour moi, c'est quelque chose que je vois comme, annexe. Enfin, tu vois, j'ai pas l'impression que c'est du travail, concret et cetera et du coup, j'ai l'impression que pendant ce temps-là, rien n'avance donc c'est pour ça que souvent je fais des batching, quoi. Je réponds à tout le monde d'un coup et cetera Ouais. et du coup, tout ça pour dire, ouais, comment je m'entoure? Bah, tu vois, il y a eu Claire et du coup, il y a toutes les personnes que j'ai rencontrées autour de ce mouvement et après, en vrai, mon noyau dur, bah, tu vois, c'est 4-5 personnes, dont toi, Johanna, voilà, des personnes qu'on va avoir, tissé, des liens assez, forts, tu vois, au fil des rencontres, dans des accompagnements que j'ai pu suivre, tu vois? Ou même si on a des personnalités, des business et cetera différents, il y a une manière de voir les choses, des valeurs, une vie aussi similaire. Enfin, tu vois, moi, je suis admirative. Toi, tu as 3 enfants, tu gères trop. Moi, j'en ai une, je suis au bout de ma vie. Donc, je me dis: «Bon, Marion, va falloir se reprendre à un moment donné, c'est vraiment ta fille, elle a 18 mois, elle fait quasiment toutes ses nuits. Enfin, vraiment, il va falloir reprendre du poil de la bête. Tu quoi». Mais ouais, tu vois, ça fait du bien aussi de voir, bah, comment les autres font, d'en parler et des fois, tu as pas vraiment besoin de solution. C'est un peu comme quand tu parles avec ton mec, tu attends pas forcément qu'il te donne une solution, tu as juste Oui, envie qu'on t'écoute et qu'on te exactement. dise: «OK, je comprends, c'est pas facile, mais voilà, vas-y, déverse tout et après ça ira mieux, tu pourras repartir» et j'avais pas ça pendant longtemps au début, Mmh. tu vois? Et ouais, je pense que pendant 1 an et demi. Bah, en fait, comme j'étais salariée aussi en même temps, j'avais pas trop le temps, tu vois, Oui, d'échanger et le fait d'avoir, ouais, suivi des accompagnements, des formations et tout, bah, j'ai appris des choses, mais finalement, ce qui reste le plus, c'est, les personnes que j'ai rencontrées. trop cool. Ça me fait une belle transition puisque tu as, parlé de maternité et sache que, il y a pas de maîtrise, quand on a 3 enfants, c'est le chaos. Voilà. Mais en fait, c'est juste que je pense, un moment, je me suis dit et avec mon mari pareil, on s'est dit: «Il faut accepter le chaos, en fait». Parce que si on est en résistance, on souffre.
Ouais, Donc c'est vrai. on accepte le chaos, c'est pas grave, des fois ça crispe un peu, mais du coup on essaye de dédramatiser. Mais c'est vrai que maternité, et entrepreneuriat, c'est quand même un grand défi et du coup tu as, franchi le pas il y a du coup 1 an et demi, c'est ça? Tu dis ta petite elle a Ouais. 18 mois? Et du coup, est-ce que tu avais avant des appréhensions sur le fait d'avoir, d'entamer une maternité, alors que tu étais, dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu avais des choses qui te stressaient par rapport à ça? Mais tu vois, moi qui suis pour le coup une maniaque du contrôle, il faut bien le dire, quand je suis partie, j'étais très carrée, très exigeante avant de partir en congé maternité. Je voulais absolument que tout se passe bien les 2 mois où j'allais pas être là. Spoiler, tout s'est très bien passé, rien ne s'est écroulé, voilà, vraiment, je suis revenue, tous les clients ont dit: «Bah, ouais, non, mais en fait, 2 mois ou une semaine, quand tu pars en vacances», enfin vraiment, on n'a pas enfin, c'était vraiment très fluide et tout, donc j'étais trop contente et en fait, je m'étais dit: «Bah, quand je vais revenir, je sais pas comment ça va être parce que je sais pas comment va se passer mon accouchement, je sais pas comment je vais m'en remettre, je sais pas comment va être mon bébé». Alors, en fait, pour le coup, je m'étais dit: «Ben, on verra bien». La seule chose que je savais, c'est que moi, j'avais même mon bébé prévu pour fin mars et qu'il serait gardé qu'à partir du 1er septembre. Donc je savais que j'allais devoir composer mes journées avec. Donc je m'étais juste dit: «C'est pas le moment de lancer des gros projets quand tu vas reprendre. Tu te concentres sur l'opérationnel, le minimum un peu syndical et puis après tu verras, quoi». Donc OK. j'avais pas trop d'appréhension. J'aurais peut-être dû. Mais non, c'est mieux d'être Voilà. dans le déni un petit peu. En fait, je savais tellement alors autour de moi, j'ai beaucoup de copines qui ont des enfants et je savais tellement que chaque enfant est différent. Tu vois, même celles qui en ont 2 ou 3, elles me disent tout le temps: «C'est tellement différent de l'un à l'autre et tout». Je savais pas à quoi ça allait ressembler. Je savais juste que il y allait avoir sûrement plus d'imprévus dans ma vie qu'il n'y en avait, avant. Voilà, la nounou qui t'appelle parce que ton bébé a 42 fièvre, voilà. Mais sinon ça a été, j'étais pas trop dans le stress de parce que je suis entrepreneur, ça va être plus compliqué. Limite, je l'ai vu vraiment comme une chance parce que, bah, par exemple, je travaille pas le mercredi. Bon, bah, mon salaire, il est toujours pareil, tu vois, par exemple, voilà. Ma nounou, elle a été absente pendant 1 mois et demi l'année dernière. Ça a été extrêmement difficile. Pour le coup, j'ai cru que c'est moi qui allais faire un burn-out, mais en attendant, si on avait été tous les 2 salariés, comme d'autres parents étaient et ben, je me disais: «Mon Dieu, on fait comment?» Mon mec venait changer de travail, il avait pas de vacances. Donc c'était: «Comment on fait?» Enfin, si j'avais pas été à la maison, ça aurait été franchement très compliqué d'expliquer à ton employeur toutes les semaines: «Bah, ma nounou, elle est renouvelée», ou tu prends tes 5 semaines de congé, puis après il se passe quoi? Enfin, tu vois? Pour le coup, moi, je le vois vraiment comme quelque chose où c'est très compliqué de travailler avec ton bébé à la maison. Je travaillais très peu et encore aujourd'hui, quand elle est à la maison, je n'arrive pas à travailler. Mais mais à côté de ça, ça me simplifie quand même les choses quand il y a des moments un peu compliqués où, bah, je travaille à un autre moment qu'un salarié doit travailler sur ses horaires de travail. Donc pour ça, c'est quand même vachement plus facile. Carrément et c'est tu fais bien d'en parler parce que, c'est vrai que cette flexibilité, elle est vraiment intéressante, quand on a des enfants en bas âge. Est-ce que, est-ce que toi, par rapport à ton conjoint, vous avez, parce que vu qu'il est salarié, le mien aussi est salarié, mais est-ce que du coup, la charge mentale de l'enfant ne pèse pas plus sur toi parce que justement, tu as plus de Ah flexibilité. si, bien sûr que si. Non mais faut, faut dire ce qui est. Enfin, bien sûr que oui. En plus, bah, du coup, la nounou, tu vois, elle est à 10 minutes à pied de chez nous. Donc, bien sûr que quand il y a besoin, lui, il travaille à l'autre bout de Bordeaux, il peut mettre 20 minutes comme 1 heure, bien sûr. Enfin, sauf quand j'ai la bonne idée de partir en déplacement, tu vois? Là, quand je suis partie à Lyon la semaine dernière, catastrophe, la fille de la nounou s'est blessée à l'école, enfin, toute une histoire. Il a fallu que mon mari aille la récupérer dans la journée. Bon, bah, elle a fini au bureau de papa l'après-midi, hein, j'étais pas Oui, là, il y a pas eu le choix. Mais encore on a encore la chance que mon chéri, lui, il est, directeur de son agence.
donc tu vois, il a son bureau, il travaille pas dans une usine où, il peut pas Oui. emmener notre fille, tu vois? Là, exceptionnellement, elle a passé, 2 heures au bureau, sur sa petite table à côté, elle faisait ses trucs, lui, il a fini ce qu'il avait à faire et puis après, bon, il est rentré, puis il a rebossé un peu le soir, quand elle était couchée. Encore une fois, on a ces petites flexibilités-là aussi de son côté, mais toujours est-il que si je suis là, c'est moi qui gère. Ouais. Et les rendez-vous chez le pédiatre, c'est le mercredi. Je les prends le mercredi parce que je travaille pas, donc c'est plus facile, tu vois, d'y aller. Enfin, si, tu vois, moi je la récupère, il rentre plus tard. Enfin, de fait, du fait de nos horaires et de notre organisation, oui, bien sûr que Mmh. la charge mentale pèse plus sur moi que sur lui. Mais il en est conscient aussi, tu vois, que Ouais. parce qu'il voit bien que quand je suis pas là, c'est pas la même histoire pour lui, quoi. Bah, ouais, c'est clair. Non, non, mais c'est sûr, c'est vrai que, on a, régulièrement cette discussion, où, moi j'essaye aussi de lui faire comprendre que, ben, j'ai des impératifs aussi, des deadlines et que oui, bien sûr, j'utilise cette flexibilité. Par exemple, là, le mercredi après-midi, j'emmène mon fils au foot. Donc j'utilise cette flexibilité pour, pouvoir, parce qu'il aurait jamais pu faire ça. Ben oui. Mais après, ben, faut qu'il y ait qu'on trouve un équilibre à un endroit parce que, je vais pas, forcément aller chercher, tous les soirs et moi aussi des fois j'ai des voilà, on a tous dans notre vie d'entrepreneur, on peut adapter, mais sauf que si on travaille pas ou si on n'est pas dans les délais pour, nos clients et cetera, ben, ça nous enlève du salaire directement alors qu'en étant salarié, bon après, toi ton chéri il est directeur et cetera, peut-être qu'il a un peu plus de flexibilité, mais, si tu même si tu es en retard sur un truc, les conséquences elles sont pas fous, ton salaire il tombe toujours pareil, à la fin du mois, quoi. Donc c'est vrai que, j'essaye d'avoir un peu de rappeler régulièrement. Ouais, bah, c'est que ta flexibilité à côté, il faut qu'il y ait une contrepartie, quoi. Quand tu l'utilises, ça peut pas être sans fin, ça peut pas être sans limite ou c'est que, bah, OK, là, je vais faire ça. Ça me fait aussi plaisir et c'est aussi un des bons Bien sûr. côtés et du coup, je les utilise, ces avantages. Mais à côté de ça, ça peut pas être, sans conséquence, à longueur de temps, quoi. Il y a un moment, il va falloir que tu prennes les enfants et que moi j'aille, que je bosse tranquille. Enfin, tu vois, ça peut être Mmh. ça, ça peut être, bah, ce soir, c'est toi qui vas les chercher et qui va, faire le repas et cetera et comme ça, moi je finis ce que j'ai à faire. Enfin, il faut qu'il y ait un moment où ça se compense un peu parce que sinon, bah, tu pètes un câble, hein. Enfin, c'est pas Mmh. possible, quoi, parce qu'on se met beaucoup de pression en tant que maman, beaucoup de pression en tant qu'entrepreneur et si on n'a pas un peu, enfin, je trouve que c'est une chance après d'avoir un soutien parce que les mamans solo là, alors elles ont toute mon Ouais. admiration. Ah oui, carrément. On s'incline. Vraiment. Ah non, mais là, j'ai été pour le coup, c'est moi qui étais 3 jours toute seule avec ma fille. Je peux te dire que même si mon chéri rentre plus tard et que du coup, il s'en occupe moins longtemps que moi dans la journée, mais le relais que ça représente quand il arrive, Mmh. Mmh. Ouais, je tu suis vois, trop d'accord ça avec toi. c'est ce pouvoir tu vois, quand tu es en train de perdre patience et cetera, que tu dis: «Bon, bah, gère s'il te plaît, parce Oui, que là, moi, j'atteins mes limites». Heu, Franchement, ça c'est un atout, un avantage, c'est précieux, vraiment, et je pense qu'il faut s'en rendre compte aussi, tu vois? Parce que carrément, quand tu as pas carrément. ça, quand tu as jamais de relais, ça doit être mais tellement, tellement plus difficile encore. Ouais, ouais. Non, c'est clair. J'aimerais avoir ton avis sur, pour toi, avoir un couple entrepreneur-salarié ou entrepreneur-entrepreneur, c'est quoi le que tu trouves le mieux? Que Je pense que lui, il a plus de mal à mettre de limites entre la vie pro et la vie perso. Mais ça, c'est très dû à sa personnalité à lui et je pense que du coup, ça m'agacerait assez facilement. Parce que moi, je m'impose, tu vois, que, je travaille pas les week-ends, tu vois? Ou quand on est en vacances, on est en vacances. Donc je me débrouille pour faire rentrer les choses et mes clients le comprennent très bien d'ailleurs. Enfin, j'anticipe suffisamment les choses pour que ça se passe bien. Tu vois, moi, là, s'il est salarié, par exemple, ça me saoule quand, il a, son patron qui l'appelle à 20 heures le soir. Ça me gonfle. Donc, si c'était un client, limite, je le vivrais peut-être mieux parce que je comprendrais que, bah, c'est un client et que, bah, il y a le chiffre d'affaires qui va avec et cetera.
Mais d'un côté, je trouve que c'est bien d'être avec un salarié quand c'est un salarié qui comprend quand même les enjeux que toi tu as. Et moi, Mmh. c'est le cas aussi parce qu'il est dans le commerce et il travaille avec des clients toute la journée. Il a des objectifs de chiffre d'affaires, il a des objectifs de rentabilité, il manage des gens. Donc, même si c'est pas pour son propre compte, tu vois, il a son centre de profit comme moi, j'ai le mien, sauf que moi, il m'appartient et le sien lui appartient pas. Mais du coup, il a quand même vachement conscience de ce que ça représente. Tu vois, quand il me dit: «Ah putain, tout le temps que je fais de l'administratif et tout», je lui dis: «Bah, te plains pas, tu appelles pas l'URSSAF. Vraiment, essaie d'appeler l'URSSAF, on en reparle» et tu vois, il me dit: «Voilà, je comprends à quel point la charge est importante et en plus, bah, moi, j'ai le couperet que, si ça se passe pas bien financièrement, ça emmène toute la famille», tu vois? Alors Oui. que lui, bon, Mmh. bah, il a son salaire. Alors effectivement, il peut se faire virer s'il a pas ses résultats et cetera, mais il aura le chômage et voilà et tu vois, c'est pas les mêmes, la même corde sensible, ou le même équilibre, le même fil. Je sais pas quelle image prendre, mais en tout cas, j'ai la chance qu'ils comprennent ça, mais je sais que c'est pas du tout le cas. J'ai plein de copines autour de moi qui sont entrepreneurs et que leur conjoint ne saisit pas forcément ça Mmh. et c'est là où c'est difficile. Donc je pense qu'en fait, c'est pas forcément la distinction couple, entrepreneur ou salarié-entrepreneur. C'est un peu la personnalité que tu as en face, ses expériences professionnelles à lui aussi, tu vois? De savoir Mmh. si c'est quelque chose où il peut au moins se projeter un petit peu, tu vois? Pour comprendre même pas tout, mais un petit peu et en tout cas, d'être capable d'entendre aussi que, bah, des fois, tu es hyper stressé parce que, il y a tel projet ou que tu as envie d'être à la hauteur ou que, tu as peur parce que tu as moins de visibilité financièrement et cetera et pas quelqu'un qui va te dire: «Ah bah, il faut absolument que tu trouves des clients parce que sinon on va être dans la merde», tu vois? Enfin, Ouais, ça ouais, ouais, merci mais ça m'aide pas. grave. Je pense qu'on se met assez la pression toute seule. Exactement. Donc c'est plus ça, tu vois? Moi, je dirais, c'est plus une question de personne que de statut pro. Ouais. Ouais, je te rejoins vraiment, sur ça. Mon conjoint aussi, il est ultra compréhensif. Bah, c'est lui qui m'a, de toute façon, poussé à me lancer, au tout départ, donc et je pense qu'il y a ce truc de, même s'il l'a pas expérimenté non plus, il y a cette empathie et cette écoute, qui sont ultra précieuses parce que comme toi, autour de moi aussi, c'est pas, forcément, le cas. Je pense que du coup, c'est pas la majorité. Donc voilà, on le dit pas trop fort de toute façon. Je sais pas si le tien, il écoute des podcasts, mais le mien, il écoute même pas le mien. Non, Donc il entendra pas, mais on a un peu de chance d'avoir ce genre de profil, de personne. franchement, ah oui, oui, vraiment, mais c'est comme en couple, en tant que parent, tu vois? Si tu as pas, quelqu'un à côté qui alors OK, on dit pas qu'il faut que ton mari t'aide, il participe à hauteur, Ouais, mais il n'empêche qu'il y a plein de mamans qui sont en couple et qui en vrai sont solo, qui gèrent tout vraiment toutes seules aussi, tu mmh, vois? Et beh, je mmh, trouve que c'est un peu pareil quand tu as pas ce soutien. Pour moi, on est une équipe dans tous les domaines et on se soutient et lui, quand il a eu, des périodes en pro où c'était compliqué, bah, j'étais là pour le soutenir. Lui, il me soutient quand des fois c'est compliqué et on essaie, voilà, de trouver des solutions ensemble, pour que, ça impacte le moins possible nos vies perso, en fait. On essaie toujours de tu vois, de se dire: «OK, quand on est à la maison, c'est une safe place, quand on est ensemble, on parle des problèmes qu'on peut avoir chacun de nos côtés et cetera, mais justement, on sait qu'on peut en parler en confiance, qu'on va pas se juger et qu'on va s'écouter et des fois, c'est juste pour vider son sac et c'est totalement OK aussi». ouais, carrément. Et tu parlais, au tout début, du coup, lié à la maternité, que c'était compliqué, qu'il y avait des moments très compliqués et cetera. De quel moment tu pensais à enfin, quand tu nous as dit ça? Bon, le manque de sommeil, clairement, je pense que c'est la plus grosse torture et vraiment ça a été dur, pour moi, ça a été vraiment un peu, je le savais, mais c'était peut-être ce que j'appréhendais le plus, tu vois, dans le fait d'avoir un bébé. C'était le manque de sommeil et ça a été dur parce que même quand elle a été gardée, en fait, j'arrivais pas à récupérer.
Et les journées étaient moins intenses que quand je l'avais tout le temps et que je bossais en même temps, mais en même temps, j'étais toujours claquée, quoi. Bon, après, j'ai un truc qui fait que je suis tout le temps fatiguée, c'est que j'ai de l'endométriose et que du coup, ça aide pas. Mais à côté de ça, j'ai quand même senti largement un avant-après en termes de fatigue, et les moments difficiles pour moi, c'est quand, tu vois, bah, tu as plein de choses à faire et puis il faut récupérer ton enfant et la période la plus difficile, bah, c'est quand j'ai dû la garder pendant 1 mois et demi à la maison, quoi. 1 Mmh. mois et demi, alors que c'était pas prévu et que du coup, c'était janvier, février, tu vois? La période bien chargée après les vacances de Mmh. Noël et force est de constater que ça m'a fait prendre énormément de retard sur la partie de développement que j'avais prévue pour cette année, quoi. Même si, j'ai pas envie de me cacher derrière cette excuse-là, il n'empêche que, bah, pendant 1 mois et demi, du coup, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour mes clients. Donc eux, Mmh. ça a été transparent. Mais tout ce qui était prévu pour, le collectif, la com, tu vois, des choses que je voulais mettre en place et cetera, bah, ça a pas été fait, en janvier, ça a été fait en mars parce que le temps Ouais. de rattraper et cetera, bah, en fait, j'ai eu l'impression de perdre un trimestre, dans la bataille, quoi. Et ça Ouais, a ouais, été dur carrément. parce qu'en fait, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire aussi, enfin, de toute façon, j'avais pas trop le choix, tu vas me dire. Mais ça a été dur en fait, moi, j'ai du mal à accepter de ne pas pouvoir tout faire. Mmh. Voilà, ça a Carrément. été ça a été très dur et bah, je travaille moins dans la semaine qu'avant aussi parce que, bah, je travaille plus le mercredi et mes journées de travail se sont raccourcies et tu vois, je me suis aperçue que là, il y a quelques mois, qu'en vrai, j'avais voulu garder la même organisation qu'avant. Alors qu'en vrai, c'est pas possible. Enfin, il y a un moment, c'est pas possible et j'ai forcé le truc pendant, quasiment 1 an et demi. D'accord. Donc ça m'a Est-ce que encore plus fatiguée, quoi et mmh, culpabilisée, tant qu'à ouais. faire. Est-ce que tu penses que la maternité freine l'ambition? Non, je pense pas. Je pense pas, au contraire, parce qu'aujourd'hui, j'ai une raison vraiment très, très valable de me battre pour avancer et aller là vers là où je vais. C'est pas seulement de l'épanouissement personnel ou de la satisfaction personnelle, un truc qui me nourrit moi à moi. C'est je veux montrer des choses à ma fille, tu vois? Et je veux le faire aussi parce que, bah, tu vois, je me dis, «Là, tu as pas le choix. Il faut que ça marche parce que, bah, faut que tu paies la nounou, faut que tu fasses manger ta fille, il faudra que ta fille elle fasse des études et cetera faut que tu subviennes vraiment aux besoins de ta famille. Tu peux pas te dire: «Bon, bah, là, c'est pas grave si, je me verse un plus petit salaire, je ferai, moins de shopping», j'en sais rien. Non, non, là, tu as des trucs, tu as pas le choix et du coup, au contraire, j'ai peut-être plus d'ambition maintenant. Par contre, ce que j'ai encore du mal, moi, à accepter, c'est peut-être que ça va mettre plus de temps que ce que j'aurais voulu. Parce que je suis quelqu'un d'impatient de base et que quand je veux quelque chose, j'ai envie de tout faire, mettre en place là, tout de suite, maintenant, vas-y, on le fait, tu vois? Sauf qu'en vrai, bah, des fois, tu as pas la place et ça, c'est plus dur, tu vois? De me dire: «Ça va peut-être mettre plus de temps». Mais l'ambition, elle est toujours là, elle a peut-être changé sur certaines choses aussi, mais je trouve pas elle est pas plus petite, en tout cas. Trop intéressant parce que c'est vrai une réflexion que j'ai eue, bizarrement, pas forcément avec le premier, et le deuxième, mais du coup avec la troisième. Et en fait, ce qui m'a apaisée sur ça, sur le fait de pas pouvoir tout faire ce que j'avais en tête tout de suite, c'était aussi de mettre en perspective et de dire qu'il y a différentes phases dans la vie d'un enfant et que du coup, là, on est dans une phase où ils sont complètement dépendants de nous. C'est Donc sûr. forcément, ça prend beaucoup, mais qu'il y aura une phase où du coup, ils seront un peu plus indépendants et on récupérera un peu plus de temps et un peu plus de sommeil aussi et que du coup, à ce moment-là, ben, on pourra envisager d'autres choses et en fait, le fait de dézoomer ça et de se dire: «Bah, non, mais en fait, la vie, est quand même, enfin, est quand même large et on peut se projeter, sur des phases où les enfants, ce sera un autre quotidien, en fait. On va pas avoir ce quotidien-là pendant 20 ans. Ça, Ouais. il faut se le rappeler. Mais toi, tu sais déjà ce qui t'attend un peu après, tu vois? Alors que moi, Mais du coup, comme c'est la pas tant. première, tu vois, j'ai du mal, tu vois, des fois à me dire: Ouais. «Ouais, mais au final, tu vois, quand elle ira à l'école», ouais, mais quand elle ira à l'école, au final, ça sera à peu près moi les horaires de la nounou, tu vois, par exemple. Donc Mmh. ça me changera pas trop là-dessus. Mais potentiellement
Tu vois, j'ai des copines qui ont des enfants de 3-4 ans, bon, bah, des fois, elles vont les chercher puis elles retravaillent un petit peu après parce qu'ils jouent un peu tout seuls et cetera. Ce qu'aujourd'hui ma fille ne fait absolument pas. Si je m'assois devant l'ordinateur pour faire un mini truc, elle hurle et je sais pas, elle a un Elle radar, elle est en refuse. train de ah non, mais elle est en train de faire ses trucs et d'un coup elle me voit, elle pète un câble. Oui, peut-être que j'ai une petite fille un peu drama queen sur les bords, tu vois? Mais il n'empêche que c'est pas faisable ou alors, si elle, continue ses trucs, tu as une chance sur 2 pour que tu finisses aux urgences donc bah, tu le fais pas, tu vois? Mais c'est Ouais, vrai que des fois, c'est dur, ouais, de se dire, «Ça sera pas tout le temps comme ça», mais tu vois, c'est toujours cette notion de: «OK, ça va peut-être prendre plus de temps, ça sera peut-être pas maintenant, ça sera oui, peut-être dans 2-3 ans» et ça, moi, c'est hyper dur, tu vois? De d'être en paix avec ça. ouais. Mais C'est je je sais pas sens si au fond de si moi, tu vois, ça me fait: oui, mais quand même, quoi». je sais pas si ce que je vais te dire va te rassurer, mais heu, oui, 2-3 ans, enfin, en fait, là, même à 7 ans, je l'inclus encore dans une phase où, ils sont un peu moins dépendants, c'est sûr, mais c'est quand même une phase où, on doit être ultra présent et cetera et cetera. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est dézoomer encore plus et pour, voir que, en fait, notre carrière, ça va être, encore on a encore devant nous, bien une vingtaine d'années, Oui, pour facile. faire des choses. Donc du coup, on a quand même, le temps de pouvoir développer d'autres choses, tester d'autres trucs et cetera. Mais c'est sûr que sur les objectifs qu'on peut travailler maintenant à 3-5 ans, je suis d'accord avec toi que c'est compliqué de se projeter, et de voir comment on va pouvoir réaliser ce qu'on a en tête et ça fait un peu de frustration, effectivement. On arrive à la fin du podcast alors que je trouve que c'est passé super vite, mais on a Oui, pu déjà. aborder, plein de choses. Est-ce que déjà tu veux ajouter quelque chose qu'on n'a peut-être pas dit? Non, je pense qu'on a parlé déjà plein de choses. Après, bah, j'espère que ça pourra aider, inspirer, déculpabiliser, les auditeurs et auditrices, qui vont nous écouter, quoi. Je suis sûre que si c'est au moins une personne, on sera On heureuse, aura fait le d'avoir job. pu, exactement. Donc on arrive aux 2 dernières questions du podcast. La première, c'est est-ce que tu as des ressources, quel que soit le format, livre, podcast, émission, enfin ce que tu veux, pour, les auditeurs et les auditrices? Quelque chose qui t'a aidé toi-même dans ton parcours ou, peu importe. Attends, je réfléchis, parce que j'ai pas préparé moi, j'ai pas fait mes devoirs. Heu, non, franchement, bah, après moi je consomme pas tant de ressources que ça, tu vois? Enfin, j'écoute des podcasts, mais alors, très, lifestyle, attends, c'est quoi? La matrescence, très classique, tu vois? Voilà. Si, j'aime bien le podcast de Juliette Katz, parce qu'il y a des parcours de vie et cetera, Mmh. voilà, très différents et du coup, j'aime bien écouter, tu vois, les parcours de vie, mais après sur des entrepreneurs ou ce genre de choses, ben non, en vrai, parce que j'ai du mal moi à trouver, tu vois, des rôles modèles qui me parlent vraiment. Je trouve qu'il y a trop de gourous, ça me Grave. saoule. Les gens, ils ont pas la même vie que moi, ils veulent pas la même chose que moi et du coup, c'est compliqué. D'où bah si, voilà, il y a une personne en tout cas que vous pouvez aller suivre, elle a un podcast, elle a un compte Instagram et tout qu'elle nourrit beaucoup. Claire Bugadès, qui est, du coup, la créatrice du mouvement, des entrepreneurs du milieu qui, du coup, prône vraiment cette nuance, tu vois? Ni trop, ni pas assez, pas, moyen, mais d'être vraiment, soi-même sans se trahir, avoir des ambitions, mais les siennes, pas celles que les autres veulent qu'on ait parce qu'il faut être à Dubaï et faire des millions et cetera, et que tu as le droit de pas vouloir travailler non plus que 4 heures par semaine, mais tu vois? Vraiment d'être toujours dans cette nuance et que tu as le droit de vouloir des choses soi-disant simples, mais que tout le monde n'arrive pas à accéder en étant entrepreneur. D'avoir son entrepreneuriat à soi qui se ressemble et cetera. Donc ça, moi, je trouve ça très inspirant. Donc voilà, ça peut être, Trop bien. hyper, cool, si vous êtes, entrepreneur ou vous avez envie de le devenir, d'aller, checker un peu ce qu'elle fait. OK, ben, on mettra les liens dans la description et toute dernière question, qui tu verrais à ta place sur le podcast?
Et beh, pour le coup, je pense à Louise de Hello Lou sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram notamment, qui est une graphiste mais aussi, une femme très engagée dans le milieu féministe et j'adore sa vision des choses. Moi qui aime bien la nuance justement, qui suis à la fois très passionnée et très, OK, tout le monde a sa place et on peut discuter en fait et j'adore sa façon de faire et elle est très drôle en plus. Il y a de quoi passer un bon moment. Bien, bah, j'irai l'inviter de ta part, merci Avec beaucoup. plaisir. Bah, écoute Marion, merci énormément de cette discussion, c'était trop cool. Puis en plus, ça m'a pas permis de parler maternité, sur le podcast et j'avais pas encore fait, donc c'est trop, trop Trop bien. bien. Merci beaucoup. Bah, je te souhaite plein de bonnes choses pour, les mois et les années à venir et un équilibre entre ton ambition et ta maternité et puis je te dis à très vite. Merci beaucoup, à très bientôt.